La plume scintillait sous la lumière froide du bureau, une arme d'or et d'obsidienne suspendue au-dessus du papier. La main d'Adèle Dubois tremblait, une feuille fragile dans la tempête de sa propre création. Devant elle, le contrat de mariage reposait sur le bureau en acajou, ses clauses aussi tranchantes que des éclats de verre. 50 millions d'euros. Le prix de son nom, de son orgueil, de son âme. De l'autre côté de cette étendue de bois poli, le cher Tariq Al-Jamil la regardait, son visage une sculpture impénétrable de bronze et d'ombre. Il ne disait rien. Son silence était un océan, et elle se noyait dedans. L'air sentait le cuir vieilli et le pouvoir, une fragrance entêtante qui lui donnait la nausée. Chaque seconde qui passait était une torture, un rappel de l'échec de sa famille, de la chute vertigineuse de leur empire. Elle n'était plus la reine de Paris, mais une suppliante, une marchandise de luxe dont le prix venait d'être fixé par l'homme qu'elle avait un jour humilié devant le monde entier. Elle leva les yeux, cherchant une fissure dans son armure, une lueur de triomphe ou de mépris qui justifierait sa haine. Mais il n'y avait rien. Ses yeux sombres étaient des puits sans fond, reflétant seulement son propre désespoir. Elle se souvint de cette nuit, 5 ans plus tôt, au Grand Palais. Les rires, le champagne, sa propre arrogance cruelle lorsqu'elle avait publiquement moqué son offre pour une danse. Elle l'avait qualifié de nouveau riche, un barbare du désert essayant d'acheter sa place parmi l'aristocratie. Aujourd'hui, ce barbare achetait sa vie. La vengeance, réalisa-t-elle avec un frisson, n'était pas un plat qui se mangeait froid, mais un vin amer qu'il la forcerait à boire jusqu'à la dernière goutte. Le contrat n'était pas une simple transaction financière, c'était la réécriture de leur histoire, et cette fois, il en tenait la plume. Elle n'était plus l'auteur de son destin, mais un personnage pris au piège de sa narration implacable. Le bruit du stylo grattant la page fut le seul son dans la pièce, un cri étouffé qui scellait son avenir. Chaque lettre de son nom, Adèle Dubois, semblait être tracée avec son propre sang, une signature qui la liait à lui pour une année entière. Une année. 365 jours de soumission dorée. En posant la plume, elle sentit un vide glacial s'installer en elle. C'était fait. Le pacte était conclu. Elle avait sauvé l'honneur des Dubois en sacrifiant le sien. Tariq ne bougea pas, ne sourit pas. Il se contenta d'observer, son calme absolu étant la forme la plus pure de domination. Il n'avait pas eu besoin de la forcer, de la menacer. Il avait simplement attendu, sachant que le désespoir serait son meilleur allié. La porte de sa cage venait de se refermer et la clé était désormais entre ses mains. Elle se sentait observée, disséquée, comme une œuvre d'art rare qu'il venait d'acquérir, non pour sa beauté, mais pour la satisfaction de la posséder. Un avocat, silhouette discrète dans un coin de la pièce, s'avança pour récupérer le document avec une efficacité silencieuse. Pour lui, ce n'était qu'un dossier de plus, des chiffres sur une page. Pour Adèle, c'était l'acte de vente de sa liberté. Elle était désormais Madame Al-Jamil, un titre qui résonnait comme le cliquetis d'une chaîne. À travers l'immense baie vitrée, Paris s'étendait à ses pieds, une vision magnifique et lointaine d'une vie qui ne lui appartenait plus. La tour Eiffel, autrefois symbole de ses ambitions, semblait maintenant la narguer. Si cette histoire, le poids de ce choix impossible et le silence glacial de cette vengeance a déjà touché votre cœur, alors abonnez-vous pour vivre avec nous chaque instant de cette romance tourmentée. Aimez cette vidéo et commentez pour nous dire ce que vous ressentez, car le voyage ne fait que commencer. Rejoignez notre communauté pour plus de récits de passion, de fierté et de rédemption. Tariq se leva enfin, sa stature imposante occultant la lumière du jour. Il ne lui tendit pas la main, n'offrit aucun mot de réconfort ou de fausse courtoisie. Il se dirigea vers le bar, lui tournant le dos, et se servit un verre d'eau. Ce geste anodin était une déclaration, un acte délibéré d'indifférence qui la reléguait au rang d'objet. La transaction était terminée, les formalités accomplies. Elle n'était plus qu'un détail logistique dans son emploi du temps. Adèle resta assise, les mains crispées sur ses genoux, sentant encore le contact froid du stylo sur sa peau. Le silence s'épaissit, vibrant des échos de leur passé et de la promesse d'un avenir conflictuel. Elle comprenait maintenant que sa prison ne serait pas faite de barreaux, mais de murs d'indifférence. Un isolement luxueux, bien plus cruel que n'importe quelle punition physique. Sa bataille ne serait pas contre un monstre, mais contre un fantôme.
un homme dont elle ne pourrait jamais atteindre l'âme. Il se retourna, le verre de cristal dans sa main captant la lumière comme un diamant. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était grave et douce, un velours cachant une lame d'acier. « La cérémonie aura lieu demain, en privé. Vous porterez la robe qui sera livrée dans votre suite. » Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre. Chaque mot était une pierre ajoutée au mur de sa captivité. Il ne la regardait pas comme sa future épouse, mais comme une subordonnée recevant ses directives. La mention d'une robe de mariée, ce symbole universel de joie et d'amour, était une ironie amère. Ce serait son costume, l'uniforme de sa reddition. Elle devrait jouer le rôle de la femme soumise, de la beauté conquise par le pouvoir de l'homme qu'elle avait autrefois rejeté avec tant de dédain. Un frisson de défi la parcourut. Il pouvait acheter son nom et son temps, mais il n'aurait jamais son esprit. C'était la seule chose qui lui restait et elle jura de la protéger à tout prix. Elle quitta le bureau de Tariq et fut conduite à une suite qui surplombait la scène, un sanctuaire de luxe impersonnel qui semblait se moquer de sa détresse. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art qu'elle aurait autrefois expertisées. Les tissus étaient si fins qu'ils semblaient fondre sous ses doigts. Mais rien de tout cela ne lui appartenait. Sa véritable maison, le manoir Dubois qui avait abrité des générations de sa famille, n'était plus qu'un souvenir douloureux. Elle ferma les yeux et put presque sentir l'odeur des vieilles boiseries et des roses du jardin de sa mère, entendre l'écho des rires lors des réceptions estivales. C'était un monde de certitude et de privilèges, un univers où son nom était une clé ouvrant toutes les portes. Elle était Adèle Dubois, l'héritière, la muse, une étoile dans le firmament parisien. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'un nom sur un contrat, une ombre errant dans une cage dorée, hantée par le fantôme de la femme qu'elle avait été. La chute avait été aussi rapide que brutale. Elle se souvenait des murmures qui avaient commencé comme une brise légère avant de se transformer en une tempête dévastatrice. Les articles de journaux impitoyables détaillaient la mauvaise gestion, les dettes colossales, la fraude d'un partenaire de confiance. Du jour au lendemain, le nom Dubois, synonyme de prestige, devint synonyme de scandale. Les invitations cessèrent d'arriver, les appels téléphoniques ne furent plus retournés. Les amis qui avaient bu leur champagne et admiré leur collection d'art détournaient maintenant le regard dans la rue. La honte était une présence physique, un vêtement glacial qu'elle ne pouvait enlever. Elle avait appris la leçon la plus dure. Dans son monde, la loyauté était une marchandise aussi volatile que les actions en bourse. Le pouvoir n'était pas dans le nom, mais dans la perception, et la leur était irrémédiablement brisée, laissant sa famille à la merci des créanciers et des prédateurs. Le poids de la responsabilité s'était abattu sur ses épaules. Elle avait vu son père, un homme qui avait bâti un empire, se recroqueviller sous le poids de l'échec, son regard perdant chaque jour un peu plus de sa lumière. Elle avait vu sa mère vendre en secret ses bijoux, pièce par pièce, pour payer les factures les plus urgentes, le sourire figé sur son visage pour préserver une illusion de normalité. Adèle avait alors compris qu'elle ne pouvait plus être la jeune femme insouciante qui organisait des vernissages. Elle devait devenir une guerrière. Elle avait cherché des solutions, frappé à toutes les portes, supplié, négocié, mais chaque chemin se terminait par une impasse. Le monde qu'elle avait connu lui tournait le dos. C'est dans ce désert de solitude et de désespoir que le nom de Tariq Al-Jamil était apparu, non comme une bouée de sauvetage, mais comme la seule et unique option, un pacte faustien qui exigeait son âme en échange de leur salut. Debout face à la baie vitrée de la suite, elle regardait son propre reflet superposé à la ville lumière. La femme qui la fixait avait les mêmes yeux, la même silhouette, mais la flamme arrogante qui y brûlait autrefois avait été remplacée par une lueur froide et déterminée. Elle n'était pas brisée, pas encore. Humiliée, oui. Captive, certainement. Mais à l'intérieur, un noyau de fierté refusait de s'éteindre. Il pouvait posséder son temps, son corps, son nom, mais il ne posséderait jamais son esprit. C'était le dernier bastion de son identité, le seul territoire qu'elle défendrait jusqu'à son dernier souffle. Elle ne serait pas une victime passive dans son jeu de vengeance. Elle apprendrait les règles, elle observerait ses mouvements et elle trouverait une faille. Il voulait la soumettre, mais elle se promettait de transformer sa prison en un champ de bataille silencieux, où chaque regard, chaque mot, chaque silence serait une arme. Un souvenir de cette nuit au Grand Palais lui revint avec une clarté dérangeante. Elle se revit, jeune et cruelle,
riant de son offre avec un dédain étudié. Mais ce qu'elle se rappelait maintenant, ce n'était pas son propre triomphe, mais l'expression dans les yeux de Tariq. Il n'y avait pas eu de colère, pas d'humiliation visible, seulement une immobilité profonde, une sorte d'évaluation froide qui l'avait mise mal à l'aise sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle avait pris son silence pour de la faiblesse, l'acceptation de sa place inférieure. Aujourd'hui, elle comprenait que c'était tout le contraire. Ce n'était pas de la faiblesse, mais une patience prédatrice. Il n'avait pas oublié le mépris dans sa voix, ni les rires de l'élite parisienne. Il avait simplement attendu son heure, tissant sa toile avec une précision méthodique, sachant que le destin, ou plutôt sa fortune, la ramènerait inévitablement à lui. Sa vengeance n'était pas un acte impulsif, mais une œuvre d'art longuement méditée. Sur le lit immense, une housse en soie blanche attendait. Adèle s'approcha, le cœur battant à un rythme sourd et régulier. Elle l'ouvrit et découvrit la robe de mariée. C'était une création d'une simplicité exquise, sans dentelle ni fioriture, une colonne de soie pure qui tomberait sur son corps comme de l'eau. C'était une robe magnifique, mais elle la voyait pour ce qu'elle était vraiment, l'uniforme de sa reddition. Demain, elle la porterait. Elle marcherait vers lui, le visage caché derrière un voile, jouant le rôle de l'épouse docile. Mais sous le tissu précieux, sa peau serait une armure et son cœur un bloc de glace. Elle survivrait à cette année. Elle endurerait son indifférence, son pouvoir silencieux. Elle plierait, mais elle ne romprait pas. Car elle savait une chose, les empires tombent, les fortunes se perdent, mais la volonté d'une femme déterminée à reconquérir sa liberté est une force que même un cher ne peut acheter, ni contrôler entièrement. La cérémonie fut un murmure dans une cathédrale de silence. Adèle se tenait à ses côtés, séparée de lui, et du monde par la fine barrière d'un voile de soie. Elle ne voyait son visage que comme une esquisse floue, une sculpture de bronze impassible. Aucun mot tendre ne fut échangé, aucune promesse chuchotée. Les vœux furent prononcés d'une voix neutre, les mots se perdant dans l'immensité de la salle de réception privée de son hôtel. Lorsqu'il passa l'alliance à son doigt, le contact du platine froid sur sa peau fut comme une morsure, un rappel tangible de sa captivité. Elle sentit le poids du métal, non comme le symbole d'une union, mais comme le premier maillon de sa chaîne. Il ne la regarda pas une seule fois dans les yeux. Son indifférence était une violence feutrée, une déclaration silencieuse qu'elle n'était rien de plus qu'une clause respectée, une acquisition dont il prenait possession sans la moindre émotion. L'acte était purement transactionnel, dépourvu de toute chaleur humaine, la laissant plus seule que jamais. Le voyage vers le désert s'effectua dans un silence aussi vaste et écrasant que le paysage qui défilait derrière les vitres teintées de la limousine. Paris et sa grisaille élégante furent remplacés par une mer infinie de sable doré, une beauté austère et impitoyable. À leur arrivée, le palais se dressa devant elle, non pas comme une demeure, mais comme une forteresse de marbre et d'or surgissant des dunes. C'était une merveille architecturale, une oasis de luxe inouïe au milieu de nulle part. Mais pour Adèle, ces hauts murs semblaient conçus pour emprisonner plutôt que pour protéger. L'air chaud et sec, chargé du parfum des épices et des fleurs invisibles, l'enveloppa si différent de l'humidité familière de la Seine. Chaque pas sur les mosaïques polies l'amenait plus profondément en son territoire. Un royaume où il était le maître absolu et où les règles qu'elle avait toujours connues n'avaient plus cours. Elle sentait le pouvoir de cet homme dans chaque pierre, dans chaque souffle de vent, et elle se sentit soudain terriblement petite et vulnérable. Ils entrèrent dans un hall grandiose, où le seul son était le murmure d'une fontaine. Des serviteurs silencieux prirent leurs bagages et disparurent comme des fantômes. Tariq la conduisit à travers des couloirs qui ressemblaient à des galeries de musée, leurs pas résonnant sur le marbre. Il s'arrêta devant une porte massive en bois sculpté. « Voici vos appartements », déclara-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Le pluriel était une confirmation de la distance qu'il maintenait. Il ne la regardait toujours pas, son attention portée sur un point invisible au loin. Il se tourna pour partir, se dirigeant vers une porte opposée, la sienne. Un éclair de rébellion traversa Adèle. « C'est tout », lança-t-elle, sa propre voix lui paraissant fragile mais chargée d'un défi qu'elle ne pouvait réprimer. « Pas de discours de bienvenue pour votre épouse achetée et payée ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les paroles du monde, vibrant d'une tension soudaine et palpable. Il s'arrêta net, le dos toujours tourné.
Pendant une seconde qui s'étira en éternité, elle crut qu'il allait l'ignorer. Puis, lentement, il pivota sur lui-même. Pour la première fois depuis la signature du contrat, il la regarda vraiment. Ses yeux sombres la scannèrent de la tête aux pieds, avec une intensité qui la fit frissonner. Il s'approcha, ses pas lents et délibérés ne faisant aucun bruit sur les tapis persans. Il ne s'arrêta que lorsqu'il fut si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir les minuscules éclats d'or dans ses iris. L'air entre eux devint électrique, saturé d'années de ressentiment et d'une attraction brute et indéniable. Il leva une main, non pour la frapper, mais pour effleurer une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Son contact était aussi léger qu'une plume, mais il brûla sa peau comme un fer rouge. Elle retint son souffle, prise au piège entre la peur et une curiosité vertigineuse. « Vous vouliez un discours, Adèle ?» Sa voix était un murmure grave, presque une caresse, ce qui la déstabilisa plus encore que la colère. « Très bien. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Une vie où votre nom ne vous ouvre plus aucune porte. Une vie où votre beauté est simplement un décor dans ma maison. Une vie où votre esprit arrogant apprendra la signification du mot silence. » Chaque mot était prononcé avec une précision chirurgicale, conçue pour la démanteler pièce par pièce. Il se pencha légèrement, son souffle chaud sur sa joue. « Vous m'avez humilié une fois devant votre monde. Ici, dans le mien, vous apprendrez que l'humiliation a de nombreuses formes. La plus cruelle d'entre elles est d'être invisible. » Il ne la menaçait pas, il lui exposait simplement la nature de sa prison. Il ne voulait pas la briser, il voulait qu'elle se consume lentement, dans le vide de son indifférence, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la femme orgueilleuse qu'elle avait été. Il se recula avec la même lenteur calculée, rompant le contact et la laissant pantelante, comme si on lui avait volé son air. Sans un autre mot, il lui tourna le dos, entra dans ses propres appartements et referma la porte derrière lui. Le clic du verrou fut le son le plus définitif qu'elle ait jamais entendu. C'était le son de sa solitude, le sceau de sa défaite. Adèle resta immobile au milieu du couloir somptueux, le corps tremblant d'un mélange confus de rage, de peur et d'une étrange étincelle qu'elle n'osait pas nommer. Le froid de son mépris était glacial, mais la chaleur de sa proximité persistait sur sa peau. Elle comprit alors la véritable nature de sa vengeance. Ce ne serait pas une guerre ouverte, mais un siège psychologique. Il ne voulait pas seulement la posséder, il voulait l'effacer. Et dans ce silence assourdissant du désert, elle jura qu'elle ne lui donnerait jamais cette satisfaction. Le jeu venait à peine de commencer. Les premiers jours dans le désert furent une leçon de silence. Adèle, cloîtrée dans ses appartements somptueux, aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais la femme qui avait dirigé des galeries d'art et charmé l'élite parisienne n'était pas née pour la soumission passive. Elle commença à transformer sa prison en un observatoire. Chaque objet, chaque livre, chaque rayon de soleil filtrant à travers les moucharabiers devint une pièce sur son échiquier personnel. Sa première rébellion ne serait pas un cri, mais un murmure. Le soir venu, alors qu'un dîner solitaire l'attendait sur sa terrasse privée, elle choisit de ne pas y paraître. Elle ne toucha pas à la sonnette pour appeler un serviteur. Elle s'assit simplement dans l'obscurité grandissante, laissant le vide de sa présence parler pour elle. Elle ne mangerait pas à sa table, ne jouerait pas son rôle. Son absence serait sa première déclaration de guerre. Un défi silencieux lancé à travers les murs de marbre, forçant son geôlier à reconnaître qu'une cage, même dorée, ne peut contenir un esprit. L'information parvint à Tariq, alors qu'il examinait des plans d'urbanisme dans son bureau. Un serviteur l'informa, avec une déférence craintive, que madame n'avait pas touché à son repas. Une vague d'irritation le submergea, rapidement remplacée par une curiosité inattendue. Il avait anticipé des larmes, des suppliques, une colère explosive. Ce silence calculé était une stratégie qu'il n'avait pas prévue. C'était l'arme d'une adversaire, pas d'une victime. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliqua pas, il se rendit dans le couloir menant à ses appartements. Il s'arrêta devant la porte massive, cette frontière symbolique entre leurs deux mondes. Il n'entendit rien, pas un sanglot, pas un bruit de pas. Il l'imagina de l'autre côté, droite et fière, tout comme cette nuit au Grand Palais. Une partie de lui voulait enfoncer la porte et exiger l'obéissance, mais une autre, plus profonde, était intriguée. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un osait le défier non pas avec force, mais avec intelligence.
Il se retira, laissant le silence gagner cette première manche. Le lendemain, cherchant un refuge, Adèle découvrit une bibliothèque monumentale, un sanctuaire de cuir et de papier où les siècles semblèrent dormir. Elle s'y perdit, trouvant du réconfort dans la poésie persane, ses doigts traçant des vers sur l'amour et la liberté. C'est là que Tariq la trouva. Il s'attendait à la voir brisée, peut-être en train de pleurer près d'une fenêtre. Au lieu de cela, elle était assise dans un fauteuil en cuir, un livre ancien ouvert sur ses genoux, une expression de concentration sereine sur son visage. Elle semblait appartenir à ce lieu, une reine dans son propre royaume intellectuel. Cette image le dérangea profondément. Il s'approcha, son ombre la couvrant. « J'espère que votre nouvelle demeure vous plaît », lança-t-il, sa voix chargée d'un sarcasme glacial. Sans lever les yeux de sa page, elle répondit d'une voix douce mais ferme, citant un vers du poème qu'elle lisait. « Ils peuvent emprisonner le corps, mais jamais l'âme qui s'est volée. » Le duel venait de changer de nature. Son attaque verbale, une parade intellectuelle qu'il n'avait pas anticipée, le déstabilisa. Pour reprendre le contrôle, il choisit de frapper là où il la savait la plus vulnérable, l'honneur de sa famille. Il parla de la chute des Dubois, de l'incompétence de son père, de la fragilité d'un nom qui n'était plus qu'une coquille vide. Il s'attendait à la voir s'effondrer, à ce que les larmes trahissent sa douleur, mais elle leva lentement la tête et ses yeux, clairs et sans peur, le fixèrent. « Vous parlez d'argent et de pouvoir, cher, des choses que l'on peut acheter et perdre. Je parle de loyauté et d'amour, des choses que votre fortune ne pourra jamais vous offrir. » Ces mots, prononcés sans colère, touchèrent une corde sensible en lui. Une faille infime apparut sur son masque de marbre, une lueur de solitude, un écho de son propre fardeau. Il se détourna brusquement, incapable de soutenir son regard, mais il était trop tard. Elle avait vu. Elle avait perçu l'homme vulnérable derrière le tyran. Quelques jours plus tard, un dîner fut organisé pour présenter la nouvelle épouse à quelques dignitaires locaux. On lui apporta une tenue traditionnelle d'une beauté à couper le souffle, une cascade de soie brodée d'or, accompagnée d'un voile délicat destiné à masquer une partie de son visage. Devant le miroir, elle vit l'image parfaite de la femme soumise et exotique qu'il voulait qu'elle soit. Une poupée de luxe, une acquisition de plus à exposer. Une flamme de défi s'alluma en elle. Elle enfila la robe sentant le poids du tissu comme une armure, mais au moment de franchir le seuil de ses appartements pour rejoindre la réception, sa main se porta au voile. D'un geste lent et délibéré, elle le retira et le laissa tomber sur le sol. Elle entra dans la grande salle à manger, la tête haute, le visage nu, son regard balayant l'assemblée pour finalement se poser sur Tariq. C'était une déclaration publique. Elle ne serait pas son ombre. Le silence qui tomba fut assourdissant. La soirée se termina dans une tension palpable. Dès que les invités furent partis, il la saisit par le bras et l'entraîna dans les jardins silencieux, sous un ciel étoilé indifférent. La fureur vibrait en lui, faisant voler en éclats sa façade de froide maîtrise. Qu'est-ce que c'était que cette mascarade? Sa voix était un grondement sourd, contenu. L'odeur entêtante du jasmin flottait autour d'eux, un contraste poétique à la violence de la confrontation. Adèle ne sia pas. Ce n'était pas une mascarade, c'était moi, la femme dont vous avez acheté le nom, mais pas l'esprit. Son calme apparent ne fit qu'attiser sa colère. Il resserra sa prise, la forçant à se rapprocher. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres, leur souffle se mêlant dans l'air nocturne. Pour la première fois, il n'y avait plus de contrat, plus de millions, plus de vengeance. Il n'y avait qu'un homme et une femme, pris au piège d'une attirance aussi puissante que leur haine. Il la regarda, et dans ses yeux, elle ne vit plus le maître, mais un homme aussi perdu qu'elle. Son étreinte se relâcha brusquement, la laissant vaciller dans la nuit parfumée. La fureur dans ses yeux ne s'éteignit pas, elle se mua en quelque chose de plus effrayant, une lueur froide et calculatrice. Il la regarda comme si elle n'était plus une femme, mais un problème à résoudre, une équation à simplifier par la force. « Vous voulez jouer, Adèle ? Très bien. Mais vous apprendrez que dans mon royaume, je fixe les règles et je décide toujours de la fin de la partie. » Sa voix était redevenue ce velours glacial, chaque syllabe une promesse de douleur à venir. Il lui tourna le dos et se dirigea vers le palais, la laissant seule sous les étoiles. Avant de disparaître dans la lumière des arches, il se retourna une dernière fois.
Demain soir, nous recevons des invités importants. Vous serez présente. Et vous serez parfaite. Vous comprendrez enfin la différence entre la fierté et l'arrogance. » La menace n'était pas dans ces mots, mais dans le calme terrifiant avec lequel il les avait prononcés. Le Jasmin, soudain, sentait la décomposition. Le lendemain fut une longue torture silencieuse. Des servantes apparurent dans ses appartements, leurs visages impassibles, leurs gestes efficaces. Elles la préparèrent comme on prépare une offrande pour un sacrifice. La robe qu'on lui imposa était d'un rouge profond, la couleur du sang et de la honte. Elle était coupée de manière à la fois élégante et restrictive, une seconde peau qui entravait ses mouvements, un rappel constant de sa condition. Il n'y avait pas de voile cette fois. Il voulait que son visage soit nu, exposé, pour que chacun puisse lire sa défaite. En se regardant dans le miroir, elle ne reconnut pas la femme qui la fixait. Ses yeux étaient cernés par l'insomnie et l'angoisse, sa bouche était une ligne dure. Elle chercha au fond d'elle cette flamme de défi qui l'avait animée la veille, mais ne trouva qu'une braise vacillante. Elle n'allait pas à une réception, elle marchait vers son propre échafaud, et le bourreau serait l'homme qu'elle avait épousé. Les invités commencèrent à affluer dans la grande salle de réception, un flot de soie, de bijoux et de pouvoir. C'étaient des hommes d'affaires, des dignitaires, des princes d'autres royaumes, accompagnés de leurs épouses silencieuses et parées. Adèle se tenait aux côtés de Tariq, un sourire figé sur les lèvres, une poupée magnifique et vide. Il la présentait avec une courtoisie glaciale. « Mon épouse, Adèle. » Et le nom sonnait étranger, dépouillé de tout son prestige passé. Elle sentait les regards sur elle, curieux, calculateurs, certains pleins d'une pitié méprisante. Elle était la française, l'occidentale, le trophée exotique du Cher. Chaque poignée de main était un supplice, chaque sourire une grimace. L'air était saturé de parfums coûteux et de murmures discrets, mais pour Adèle, il n'y avait qu'un silence assourdissant, celui de sa propre impuissance. Elle était une étrangère dans sa propre vie, une actrice dans une pièce dont elle ne connaissait pas le texte. Le point culminant de sa torture arriva au milieu du dîner. D'une voix faussement légère, Tariq décida de raconter une anecdote à ses invités. Il parla d'un voyage à Paris, d'une soirée de charité au Grand Palais, il y a 5 ans. Il décrivit avec un humour cruel la jeune héritière arrogante qui avait publiquement ri de son offre pour une danse, le traitant de barbare du désert essayant d'acheter une culture qu'il ne pourrait jamais comprendre. Il ne prononça pas son nom, il n'en avait pas besoin. Tous les regards se tournèrent vers elle. Ils racontaient leur histoire, leur humiliation fondatrice, mais il en avait inversé les rôles. Devant cette assemblée, ce n'était plus lui la victime de son snobisme, mais elle le symbole d'une décadence occidentale superficielle et vaine. Les rires polis de l'assistance furent comme des gifles. Elle resta assise, droite, le cœur battant à se rompre, sentant le rouge de sa robe se confondre avec la honte qui lui montait aux joues. Incapable d'en supporter davantage, elle se leva sous un prétexte quelconque et se réfugia sur l'un des balcons qui surplombaient les jardins du désert. L'air frais de la nuit lui brûla les poumons, mais n'apaisa pas le feu qui la consumait de l'intérieur. Elle entendit des pas derrière elle et sut que c'était lui. Il ne dit rien pendant un long moment, se contentant de se tenir à ses côtés, contemplant l'obscurité. Puis il parla, sa voix un murmure mortel. « C'est cela, la véritable humiliation, Adèle. Ce n'est pas un cri, c'est un silence. Le silence qui s'installe quand tout le monde connaît votre prix. » Il se pencha vers elle, son souffle chaud contre son oreille. « Votre père a tout perdu. Le dernier investisseur qui aurait pu le sauver a retiré son offre ce matin. Il se trouve que je connais bien cet investisseur. L'Empire du Bois n'existe plus. Il ne reste que vous. Et vous m'appartenez. » Chaque mot était une pelletée de terre sur le cercueil de son ancienne vie. Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. La combattante en elle s'était éteinte, noyée sous le poids de sa cruauté méthodique. Il l'avait dépouillée de tout, son nom, sa fierté, et maintenant, l'espoir même de sauver sa famille. Il avait gagné. Elle retourna à l'intérieur, traversant la foule comme un fantôme. Elle sourit, hocha la tête, joua son rôle jusqu'à la fin de la soirée, mais ses yeux étaient vides. Les lumières des lustres se reflétaient à la surface de ses pupilles sans y pénétrer. Elle comprenait enfin la nature de sa vengeance.
Il ne voulait pas seulement la soumettre, il voulait la démanteler, la vider de son essence jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une enveloppe docile. Ce soir-là, sous le ciel impitoyable du désert, Adel Dubois cessa d'exister. À sa place, se tenait l'épouse du cheikh Al-Jamil, une créature de silence et de chagrin, prisonnière d'une cage dorée dont les barreaux étaient de fait de son propre désespoir. Après la nuit de l'humiliation publique, le silence s'installa dans le palais comme un linceul de sable. Les jours s'écoulaient, identiques et vides, chacun une perle anonyme sur le collier infini de son année de captivité. Adel ne le voyait plus. Tariq s'était retiré dans son propre univers, un monde de réunions et de décisions dont elle était délibérément exclue. Ses appartements, autrefois une cage dorée, étaient redevenus un mausolée. Elle errait de pièce en pièce, le contact froid du marbre sous ses pieds nus lui rappelant constamment sa solitude. Parfois, elle s'arrêtait devant la grande baie vitrée, le désert s'étendant à perte de vue, une métaphore parfaite de son propre vide intérieur. La victoire de Tariq était totale, non pas parce qu'il l'avait brisée, mais parce qu'il l'avait rendue insignifiante. Elle n'était plus une ennemie à combattre, mais un fantôme qui hantait les couloirs de sa propre vie, une existence achetée dont elle ne savait plus que faire. De son côté, Tariq trouvait que sa vengeance avait un goût de cendre. Il avait méticuleusement orchestré sa chute, savourant chaque étape de son plan. Il avait regardé son orgueil s'effriter, la flamme dans ses yeux vaciller jusqu'à presque s'éteindre. Il aurait dû ressentir une satisfaction profonde, la guérison d'une blessure vieille de 5 ans. Pourtant, un malaise persistant le rongeait. L'image de son visage pâle et vide lors de ce dîner revenait le hanter dans le silence de son bureau. Il se surprenait à écouter le bruit de ses pas dans le couloir, à se demander ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait. Il avait voulu la posséder, la soumettre, mais il réalisait maintenant qu'en la vidant de son esprit combatif, il avait détruit la chose même qui l'avait fasciné. Sa victoire était creuse, une conquête sans âme qui le laissait plus seul qu'auparavant, face au reflet d'un homme qu'il commençait à ne plus reconnaître. Un matin, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas, Adel quitta ses appartements et se laissa guider par les couloirs labyrinthiques du palais. Elle ne cherchait rien, elle fuyait simplement le poids des murs de sa prison. Son errance la mena aux écuries, un bâtiment magnifique où l'odeur du foin et du cuir remplaçait celle, aseptisée du marbre et de l'encens. Là, dans un box, se tenait un étalon noir comme la nuit, une créature d'une puissance et d'une grâce à couper le souffle. Un palefrenier lui apprit que c'était l'animal personnel du cheikh, son favori, nommé Ouragan. Hésitante, elle tendit la main et caressa le chanfrein velouté du cheval. L'animal ne recula pas, il souffla doucement dans sa paume. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une connexion, une chaleur vivante, qui n'était pas née du conflit ou de la haine. C'était un lien fragile avec le monde de son geôlier, une facette de lui qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Informé de sa présence aux écuries, Tariq l'observa depuis le balcon de son bureau, une longue vue à la main. Il la vit, non pas comme la femme qui l'avait humiliée, mais comme une silhouette solitaire dont la main délicate apaisait son cheval le plus sauvage. Il y avait dans ce geste une tendresse et une absence de peur qui le prirent au dépourvu. Elle n'essayait pas de le provoquer. Elle cherchait simplement un réconfort. Cette vision le frappa plus durement que n'importe laquelle de ses rébellions passées. Il avait construit un abîme entre eux, un fossé de silence et de mépris, mais elle venait de jeter un pont fragile, sans même le savoir. Il sentit son armure de froideur se fissurer. La colère et le désir de vengeance qui l'avaient animé pendant si longtemps commencèrent à se dissoudre, laissant place à une émotion nouvelle et déroutante. Un regret poignant pour la cruauté de son jeu et un désir naissant de la voir non pas soumise, mais vivante. Les jours suivants, Adel retourna plusieurs fois auprès d'Ouragan, trouvant dans la compagnie silencieuse de l'animal une paix inattendue. Cette routine devint son sanctuaire, un espace où elle pouvait respirer loin du poids de son contrat. Elle commença à s'intéresser aux soins des chevaux, posant des questions aux palefreniers, apprenant leurs noms, leurs histoires. Elle découvrit un monde de discipline, de patience et d'amour, un univers aux antipodes de la violence psychologique qu'elle subissait. Tariq, de son côté, continuait de l'observer de loin. Chaque visite qu'elle rendait à son cheval était comme une missive silencieuse qu'elle lui envoyait. Il voyait la couleur revenir sur ses joues, une étincelle de vie dans ses yeux,
lorsqu'elle brossait la robe lustrée de l'étalon. Il ne la voyait plus comme Adèle Dubois, l'héritière arrogante, mais comme une femme redécouvrant une forme de liberté dans le lieu même de sa captivité. Et cette transformation, qu'il n'avait ni planifiée ni désirée, le fascinait et le terrifiait à la fois. Une nuit, alors que la lune baignait les dunes d'une lumière d'argent, Adèle ne trouva pas le sommeil. Elle se rendit sur son balcon, respirant l'air frais du désert. Sur la table basse, déposée là par une main invisible, se trouvait un objet qu'elle ne s'attendait pas à voir. C'était un livre, un recueil de poésie française, relié en cuir, dont les pages étaient usées par le temps. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement le poème qu'elle lui avait cité dans la bibliothèque, ce jour qui semblait si lointain. Il n'y avait pas de mots, pas de message, juste le livre. Ce geste, cette offrande silencieuse, brisa la monotonie de leur guerre froide. Ce n'était ni une reddition, ni une attaque. C'était autre chose, une question suspendue dans le silence de la nuit. Le mur d'indifférence qu'il avait érigé venait de trembler. Et pour la première fois, elle se demanda s'il n'était pas, lui aussi, prisonnier du désert qu'il avait créé pour elle. Le livre de poésie était un pont fragile, jeté au-dessus d'un abîme de silence, une offrande qui la laissait plus perplexe que jamais. Cette nuit-là, poussée par une force nouvelle, un mélange de curiosité et de défi, Adèle décida de franchir la seule frontière qui lui était encore interdite, la porte du bureau de Tariq. Elle attendit que le palais soit endormi, que seule la lune veille sur les dunes. Ses pas feutrés sur le marbre froid la conduisirent devant le panneau de bois massif, gardien des secrets de l'homme qui la possédait. Son cœur battait une chamade assourdissante dans le silence. Entrer là, c'était plus qu'une transgression. C'était une déclaration, l'acte d'une femme qui refusait de rester un fantôme dans sa propre vie. Elle tourna la poignée, s'attendant à la trouver verrouillée, mais la porte céda sans un bruit, l'invitant dans l'antre du lion, un sanctuaire de pouvoir et de solitude baigné d'une lumière argentée. L'air à l'intérieur était imprégné de son odeur, un mélange de cuir, de papier ancien et d'une fragrance subtile de bois de santal. C'était un espace masculin, ordonné avec une précision militaire, où chaque objet semblait avoir une place et une fonction. Des cartes du monde recouvraient un mur, des plans architecturaux étaient enroulés sur une immense table et des rangées de livres reliés de cuir témoignaient d'un esprit aussi complexe que son propriétaire. Adèle se sentit comme une profanatrice, une intruse dans l'âme même de son geôlier. Elle glissa ses doigts sur le bois poli du bureau, sentant la froideur du pouvoir sous sa paume. Que cherchait-elle? Une preuve de sa cruauté? Un document qui pourrait l'aider? Non. Elle cherchait une fissure, une faille humaine dans cette forteresse d'indifférence, quelque chose qui lui prouverait que l'homme derrière le chair existait encore, qu'il saignait comme elle. Ses yeux balayèrent la pièce, s'attardant sur chaque détail, jusqu'à ce qu'il se pose sur une petite boîte en bois de cèdre, discrètement rangée sur une étagère inférieure, presque cachée derrière des volumes plus imposants. Elle semblait déplacée dans cet univers de stratégie et de finance. Avec des mains tremblantes, Adèle la prit. Elle était légère, presque insignifiante. Le couvercle s'ouvrit sans résistance, révélant non pas des bijoux ou des documents, mais un seul objet reposant sur un lit de velours noir. C'était une petite pancarte de vente aux enchères, en carton glacé, portant le numéro 17. Le souffle d'Adèle se coupa dans sa gorge. Elle se souvint. C'était le numéro qu'il tenait à la main cette nuit-là, au Grand Palais, lorsqu'il avait tenté d'acheter une danse avec elle. Le symbole de son offre, le témoin silencieux de son humiliation publique. Il l'avait gardé. Pendant 5 longues années, il avait conservé la preuve de sa propre honte. En un instant, tout devint clair. Une révélation si violente qu'elle lui coupa les jambes. Elle dut s'appuyer contre la bibliothèque pour ne pas tomber. Sa vengeance n'avait jamais été l'argent. Le contrat, le palais, l'isolement, rien de tout cela n'était le but. C'étaient les outils. L'indifférence glaciale n'était pas un signe de mépris, mais une stratégie, un siège psychologique conçu pour la déstabiliser, pour la vider de ses certitudes. Il ne voulait pas son corps, ni même sa soumission. Il voulait quelque chose d'infiniment plus précieux, d'infiniment plus difficile à obtenir. Il voulait son cœur. Il voulait qu'elle, Adèle Dubois, la femme qu'il avait publiquement brisée, tombe amoureuse de lui. La rédemption de son orgueil ne passerait pas par sa destruction, mais par sa conquête émotionnelle.
Il voulait réécrire l'histoire, transformer son humiliation en la plus grande de ses victoires, faire d'elle son plus beau trophée, non pas acheté mais gagné. Une vague de puissance pure et enivrante la submergea, chassant les derniers vestiges de peur et de désespoir. Elle n'était plus une prisonnière. Elle était son adversaire dans le jeu le plus dangereux et le plus intime qui soit. Il avait cru la contrôler, la manipuler comme une marionnette dans son théâtre de vengeance, mais il lui avait, sans le vouloir, donné la clé de sa propre cage. En lui révélant sa plus grande vulnérabilité, son besoin obsessionnel d'être aimé par elle, il avait inversé les rôles. Le contrat de mariage n'était plus une sentence, mais un échiquier. Le silence n'était plus une torture, mais un langage qu'elle pouvait désormais parler. Elle se redressa, la petite pancarte toujours dans sa main. Un sourire, le premier vrai sourire depuis des mois, effleura ses lèvres. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Et cette fois, elle connaissait les règles. Elle ne jouerait plus pour survivre, mais pour gagner. Elle se retourna, prête à quitter la pièce, son secret précieusement gardé contre son cœur, mais la porte s'ouvrit dans un silence total. Tariq se tenait sur le seuil, sa silhouette massive se découpant dans la faible lumière du couloir. Son regard passa d'elle à l'objet qu'elle tenait dans sa main. Le masque de contrôle impassible qu'il portait toujours se brisa. Pendant une fraction de seconde, elle vit tout. La surprise, la panique et une vulnérabilité si nue, si profonde, qu'elle lui serra le cœur. Il était exposé, son âme mise à nu par sa transgression. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Le silence entre eux n'était plus une arme, mais un espace sacré où leurs deux solitudes se reconnaissaient enfin. L'air crépitait d'une tension nouvelle, non plus de haine, mais d'une compréhension mutuelle et terrifiante. Dans ce regard échangé, la guerre de vengeance prit fin, laissant place à quelque chose de bien plus complexe et de bien plus périlleux. Il rompit le premier le silence pesant, sa voix n'étant plus l'instrument glacial du pouvoir, mais le murmure rauque d'un homme dépouillé de ses défenses. Il ne la questionna pas sur sa présence, sur sa transgression. Ses yeux sombres étaient fixés sur le petit morceau de carton dans sa main, le vestige de leur histoire empoisonnée. Lentement, il referma la porte du bureau derrière lui, le clic feutré les scellant dans cette bulle de clair-obscur, seul face à la vérité qu'elle venait de déterrer. Il s'avança, chaque pas une concession, une reddition silencieuse. Il ne cherchait plus à la dominer, seulement à la comprendre. Adèle ne recula pas. Elle sentit le pouvoir basculer, non pas vers elle, mais entre eux, créant un équilibre nouveau et précaire. L'air vibrait, non plus de haine, mais d'une reconnaissance mutuelle, d'une solitude partagée qui transcendait la vengeance et le contrat. Il s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, le voir trembler presque imperceptiblement. Sa main se posa sur la sienne, ses doigts recouvrant les siens et le symbole de son humiliation. Le contact n'était pas une reprise de contrôle, mais une supplique. « Je voulais que vous sachiez », commença-t-il, sa voix brisée par une émotion qu'elle n'avait jamais entendue. « Je voulais que vous compreniez ce que c'est que d'être réduit à un numéro, à un objet de mépris. Chaque jour de ces 5 dernières années, j'ai revécu cette nuit. J'ai bâti un empire sur le souvenir de votre rire. » Il confessa son plan, la froideur calculée de sa vengeance, mais ses mots étaient maintenant empreints d'une profonde lassitude. Il avoua que l'avoir brisé, vide, ce soir-là au dîner, ne lui avait apporté aucune joie, seulement un sentiment de perte immense. Il avait voulu anéantir son esprit, mais il réalisait maintenant que c'était précisément cet esprit indomptable qui l'avait obsédé, qui l'avait maintenu en vie dans le désert de sa propre solitude. Il ne demandait pas le pardon, il offrait la vérité, une arme déposée à ses pieds. Elle l'écouta, sentant les murs de sa propre forteresse intérieure s'effondrer brique par brique. La colère, la peur, le ressentiment, tout se dissolvait dans une vague d'empathie si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Elle ne voyait plus le cher Tariq Al-Jamil, le maître du désert, mais simplement Tariq, un homme dont la blessure était aussi profonde que la sienne. D'un mouvement lent, elle ouvrit la main, lui abandonnant la petite pancarte. Ce n'était pas une défaite, mais un armistice, une reconnaissance de leur douleur partagée. « Vous ne vouliez pas ma soumission », murmura-t-elle, sa voix claire dans le silence de la pièce. « Vous vouliez mon amour, la seule chose que votre fortune ne pouvait acheter. » Ces mots n'étaient pas un reproche, mais une constatation, la clé finale qui ouvrait la dernière porte entre eux. Levant une main tremblante,
Elle effleura sa joue, un contact si tendre et si inattendu qu'il brisa la dernière digue de son contrôle. Un son rauque s'échappa de sa gorge, un mélange de douleur et de soulagement. Il combla la distance qui les séparait et sa bouche s'écrasa sur la sienne. Ce baiser n'était ni une conquête ni une punition. C'était une déferlante, un torrent d'émotions trop longtemps contenues. C'était la fureur de 5 années de solitude, la frustration d'une guerre silencieuse, et le désir brut et indéniable qui avait toujours couvé sous la cendre de leur haine. Adèle répondit avec une ardeur égale, ses doigts s'agrippant à ses cheveux, le tirant plus près comme pour s'ancrer dans la tempête. Le goût de ses lèvres était celui du désert la nuit, salé et enivrant. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que le contact de leur peau, le son de leur souffle mêlé, la collision de deux âmes qui, après s'être combattues jusqu'à l'épuisement, ne trouvèrent la paix que dans une reddition mutuelle et absolue, au cœur de la forteresse ennemie. Sans un mot, il la souleva dans ses bras, la portant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Il traversa les couloirs silencieux du palais, baigné d'une lumière lunaire qui transformait le marbre en rivière d'argent. Il ne la mena pas à ses appartements, cette cage dorée qu'il lui avait assignée, mais au sien, dans le cœur même de son royaume privé. Il la déposa sur son lit, les draps de soie noire, une oasis de fraîcheur contre sa peau en feu. Il se dévêtit lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens, se débarrassant de son armure de chair pour ne lui offrir que l'homme nu et vulnérable. Chaque geste était une question, chaque regard une promesse. Adèle le regarda faire, son cœur battant un rythme effréné non de peur mais d'anticipation. Le contrat, la dette, la vengeance, tout cela s'était évaporé dans le feu de leur baiser. Ne restait que cette nuit, ce moment suspendu où l'abandon était la plus grande des libertés. Il s'allongea près d'elle, son corps une présence chaude et rassurante qui ne l'emprisonnait pas mais la protégeait. Ses mains explorèrent son corps avec une lente révérence, apprenant ses contours comme une terre sacrée. Chaque caresse était un mot de pardon, chaque baiser une réécriture de leur histoire. Il murmura son nom contre sa peau, et le son n'était plus celui d'un propriétaire, mais d'un adorateur. Dans ce sanctuaire de silence, ils firent bien plus que l'amour. Ils démantelèrent leur passé, guérissant les blessures de l'orgueil par la tendresse, remplaçant la solitude par une intimité si profonde qu'elle en était presque douloureuse. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le désert de rose et d'or, la lumière qui filtrait dans la chambre n'illuminait plus un maître et sa captive, mais deux survivants qui avaient traversé l'enfer de leur propre création pour trouver, dans les bras l'un de l'autre, une rédemption inespérée. Au lever du jour, la lumière qui filtrait à travers les moucharabiers n'était plus celle d'une prison, mais la promesse d'un monde nouveau. Le silence dans la chambre de Tariq n'était plus une arme, mais un cocon de velours, où leur souffle s'harmonisait enfin. Adèle était allongée près de lui, observant le soleil caresser les traits de son visage endormi, effaçant les dernières ombres de l'orgueil blessé pour ne révéler que la sérénité d'un homme en paix. Il s'éveilla lentement, et son premier regard pour elle fut dépourvu de toute stratégie, de toute possession. C'était un regard pur, empreint d'une tendresse si profonde qu'elle en sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne dit rien, mais sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant comme s'ils ne devaient de plus jamais se séparer. Après un long moment, il murmura, sa voix encore rauque de sommeil. « Il y a un dernier voyage que nous devons faire, un dernier secret que je dois vous confier. » Une promesse flottait dans l'air, celle d'une vérité qui scellerait leur avenir. Le voyage les ramena loin du désert, traversant les cieux pour retrouver la terre de France. Le sable doré laissa place au vert tendre de la campagne, un paysage familier qui serra le cœur d'Adèle d'une nostalgie douce amère. Le silence qui les accompagnait dans la voiture n'avait plus rien de pesant. Il était tissé de promesses et de questions non posées. Une communion si intime qu'aucun mot n'était nécessaire. Elle observait Tariq au volant, ses mains puissantes guidant leur chemin avec une assurance tranquille. Il n'était plus le cher vengeur, ni le maître de son destin. Il était simplement l'homme qui avait gardé le symbole de son humiliation pendant 5 ans, un homme dont la solitude avait fait écho à la sienne. Elle ne savait pas où il l'emmenait, mais pour la première fois, l'inconnu ne lui inspirait aucune peur. Elle lui faisait confiance, d'une confiance née non pas d'un contrat, mais de la vulnérabilité partagée au cœur de la nuit.
La voiture ralentit enfin, s'engageant dans une allée bordée de platanes centenaires qu'elle reconnut immédiatement. Une vague d'émotion si puissante lui coupa le souffle. C'était le domaine de sa famille, le vignoble des Dubois, le cœur de leur héritage qu'elle croyait perdu à jamais, vendu pour éponger des dettes insurmontables. Mais le lieu n'était pas à l'abandon. Au contraire, il vibrait d'une vie nouvelle. Les vignes, qu'elle se souvenait avoir vues négligées et malades, étaient parfaitement taillées, leurs feuilles d'un vert éclatant sous le soleil de l'après-midi. Des ouvriers s'activaient, leurs chants et leurs rires flottant dans l'air. Le château familial, dont la façade s'était décrépie, avait été restauré dans sa splendeur d'antan. Elle se tourna vers Tariq, les yeux emplis d'une confusion muette. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de celui-ci, un sourire qui n'avait rien de triomphant, mais tout d'une offrande. Il lui prit la main et la guida vers le perron de sa propre maison. Devant la porte en chêne massif de son enfance, il s'arrêta et se tourna vers elle. Son regard était grave et sincère. « Cet argent, Adèle, les 50 millions, ils n'ont jamais été destinés à vous acheter. Ils étaient destinés à vous rendre ce que vous aviez perdu. » Il lui expliqua alors son véritable plan. Dès la signature du contrat, la somme avait été transférée à une société d'investissement qu'il avait créée dans le seul but de racheter discrètement les dettes de sa famille, de sauver le vignoble de la faillite et de le moderniser. Il n'avait jamais voulu la détruire. Il avait voulu reconstruire son monde pour pouvoir y entrer. Non comme un conquérant, mais comme un égal. Il lui tendit alors un dossier relié de cuir qu'il sortit de la voiture. À l'intérieur, sur un papier épais, se trouvaient les nouveaux titres de propriété du domaine Dubois, impeccablement établis à son nom. Votre héritage vous attend, Adèle. Il n'a jamais été à vendre. Les larmes qui coulèrent sur ses joues n'étaient plus celles de la honte ou de la colère, mais celles d'une libération absolue, d'une gratitude si immense qu'elle semblait pouvoir remplir l'univers. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait, révélant non pas un monstre de vengeance, mais un homme d'une complexité et d'une passion extraordinaire, qui avait orchestré le plus grand des stratagèmes pour guérir non seulement son propre orgueil, mais aussi ses blessures, à elle. Elle laissa tomber le dossier sur les marches de pierre, ses mains tremblantes cherchant dans son sac. Elle en sortit le contrat de mariage, ce document froid qui avait été le symbole de sa cage dorée. Sans un mot, sous le regard intense de Tariq, elle le déchira en 2, puis en 4, puis en 1000 morceaux. Le vent léger de la campagne française s'empara des fragments de papier, les dispersant au-dessus des vignes, comme les cendres d'un passé révolu. « Je ne suis pas votre propriété, » murmura-t-elle. « Je suis votre femme, par choix. » Il s'approcha et l'enveloppa dans ses bras, son étreinte n'étant plus une prison, mais un port d'attache. Il prit sa main gauche et retira délicatement l'alliance de platine, ce symbole de leur transaction. Puis, avec la solennité d'un nouveau vœu, il la glissa de nouveau à son doigt, le métal froid scellant cette fois non pas un accord commercial, mais une promesse d'amour éternel. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait plus le goût de la bataille, mais celui de la paix, du pardon et d'un avenir partagé, planté dans la terre de son héritage retrouvé. Si ce voyage de l'orgueil à la rédemption a touché votre cœur, si vous avez vibré avec Adèle et Tariq, alors partagez avec nous en commentaire le moment qui vous a le plus ému. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires et rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle romance où la passion défie tous les destins. Merci de nous avoir suivis et à très vite.